Bon, avant toute chose, évidemment, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je m'appelle Wilson Cordier, donc je suis consultant cabinet Secafi, basé au bureau de Lille. Je suis expert auprès des CSE sur des expertises qui portent principalement sur des sujets de réorganisation et puis sur des sujets de travail, de conditions de travail. Évidemment, ça fait plusieurs années que j'interviens pour Secafi et j'interviens beaucoup évidemment sur le sujet des risques psychosociaux, dans tout type d'organisation, petite, grande, fonction publique, entreprise privée. Et donc, je suis accompagné de ma collègue Estelle Richard, qui se présente. Bonjour à tous. Tout comme Wilson, je suis consultante au sein du cabinet Secafi depuis maintenant plusieurs années et je suis spécialisée dans la prévention des risques professionnels et en particulier des risques psychosociaux. Donc, petite rapide présentation du cabinet Secafi. Donc, Secafi, c'est un cabinet d'expertise, comme vous le savez, qui intervient la plupart du temps à la demande des représentants du personnel. On est basé dans les grandes villes en France, donc en l'occurrence Paris, Lyon, Marseille, Lille, Metz, Toulouse et j'en passe. C'est une centaine de consultants. Nous intervenons sur différents champs de conseil et d'expertise. Évidemment, une belle partie de notre activité vise à analyser la situation économique, sociale, financière, environnementale dans les entreprises. On intervient également sur des activités de formation pour les représentants du personnel, sur du conseil pour mieux vous aider à utiliser vos prérogatives au regard des caractéristiques de votre entreprise et de vos mandats. Et puis évidemment, on intervient également sur tout ce qui est accompagnement pour permettre de construire de meilleurs accords, donc accompagnement sur des thèmes de négociation. Bon, plus en détail maintenant sur la thématique du jour. Donc voilà, l'idée c'est de vous éclairer un peu sur le lien entre la santé mentale et puis la prévention des risques psychosociaux, une notion que vous connaissez évidemment, mais sur laquelle voilà, on va chercher en tout cas à vous éclairer sur un certain nombre de sujets et de notions aujourd'hui. On va d'abord commencer notre présentation par voilà, vous éclairer sur ce qu'est la santé mentale et puis finalement comment s'est créé le lien entre santé mentale et puis approche collective de prévention jusqu'aux risques psychosociaux qui apparaissent évidemment assez tardivement finalement sur une échelle de temps. Et puis ensuite, on va vous éclairer sur comment justement, quels sont les enjeux, quel est l'enjeu finalement de passer d'une approche individuelle du risque psychosocial à une approche beaucoup plus collective. Quel est l'intérêt finalement de passer de l'individu au collectif? Enfin, on vous donnera quelques pistes d'action pour agir en tant que représentant du personnel sur cette thématique de la prévention des risques psychosociaux. Allez, je laisse ma collègue. Merci Wilson. Alors, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est un rapide retour historique sur la psychopathologie du travail. Alors, c'est un mot un peu complexe pour expliquer quelque chose au final d'assez simple, c'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, la santé mentale dans l'entreprise soit perçue sous un angle collectif, et on retrouve ça dans le Code du travail, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Et juste en guise de rappel, on avait envie de vous parler, je veux dire, d'un individu assez central, pionnier de la psychologie du travail en France, qui n'est autre que Louis Le Guillon. Louis Le Guillon, ça a été le premier à parler de la névrose de la gouvernante dans les années 50. Alors encore une fois, l'idée c'est pas de vous prendre trop de temps là-dessus, mais Louis Le Guillon, il avait travaillé sur une affaire assez sordide, qui était le crime des sœurs Papin. Les sœurs Papin, c'était des bonnes à tout faire, qui avaient assassiné leur patronne au Mans dans les années 30. Alors, il faut savoir que ce crime, il avait défrayé la chronique. Il y avait le psychanalyste Jacques Lacan qui avait parlé à l'époque de crimes de folle. Et Louis Le Guillon a été le premier à parler de crimes de bonne. Parce que pour lui, la maladie mentale, quelque part, des sœurs Papin, trouvait son origine dans leurs conditions de travail, leur mode de vie. Savoir que les gouvernantes étaient totalement invisibilisées à l'époque, on se trompait dans leur prénom, il n'y avait aucune attache affective. Et quelque part, tout simplement, ils se disaient que c'était leur organisation de travail pathogène qui avait mené quelque part à ce crime. Je pense que ce qui est important ici, et c'est un petit peu le message qu'on a envie de vous faire passer, c'est que
Qu'est-ce qu'a apporté Le Guillon? C'est que tout simplement, il a mis en avant l'idée que la dimension sociale et collective du mal-être professionnel était sous-estimée. Il faut savoir que la maladie mentale, jusqu'à cette époque-là, était une maladie, enfin, c'était considéré comme une maladie individuelle, héréditaire, et donc il y a eu tout un mouvement de recherche qui ont mis en évidence le rôle de l'organisation du travail, qui pouvait avoir un lien dans la souffrance psychique. Et donc se pose ici la question du travail. Le travail, évidemment, à l'origine, on peut se dire que le travail est censé apporter de l'épanouissement, mais aussi il peut être vécu comme une contrainte, c'est-à-dire que certes c'est un espace d'investissement, de construction de soi, mais si l'identité est déniée, si le sens au travail n'est pas suffisamment présent, le travail peut devenir une véritable source de souffrance. Et donc, en effet, les recherches se poursuivent et dans les années 2000, elles se concentrent vraiment sur les effets des réorganisations du management par objectif, de l'individualisation du travail, qui renvoie donc justement à ces contextes de perte identitaire et d'atteinte morale. C'est pour ça qu'on parle de moins en moins de névrose de travail, mais de plus en plus de risques psychosociaux. Au final, les risques psychosociaux, c'est quoi? Quand on parle de RPS, on peut parler à la fois de souffrance, de mal-être au travail. Il y a souvent une pluralité de notions qui arrivent dans notre esprit quand on parle de RPS. Mais je pense que véritablement, et c'est toute la question que l'on va développer avec Wilson maintenant, c'est que les risques psychosociaux sont véritablement enfin, je veux dire, ils ont développé une véritable étude. Les risques psychosociaux, en fait, ils présentent une diversité de notions. Et celle qui a été la plus étudiée dans un premier temps, c'est la notion de stress au travail, pour en finir sur les risques psychosociaux. Wilson, je te laisse la parole. Allez, donc effectivement, si jamais on veut rentrer sur sur quelques notions importantes à maîtriser lorsqu'on parle de risques psychosociaux dans les organisations, on va peut-être commencer quand même par la notion de stress au travail. C'est une définition, enfin la définition du stress au travail permet vraiment de comprendre en fait ce qui se joue dans le lien entre la santé mentale et puis le lien que l'on peut faire avec le travail, les conditions de travail, l'organisation du travail. Le stress au travail, au regard de la définition qui en est faite par l'Agence européenne d'amélioration des conditions de travail, peut se définir comme finalement un état de déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres capacités pour y faire face. Donc la notion de stress au travail, c'est une notion évidemment qui n'est pas nouvelle, qui est relativement ancienne, qui date des années 70. Les premiers modèles explicatifs du stress au travail datent des années 70. Elle renvoie à ce déséquilibre entre des contraintes imposées par l'environnement de la personne, son environnement de travail, et puis ses capacités à faire face à ces contraintes. Ces capacités à faire face à ces contraintes, elles sont permises par ses ressources. Typiquement, si jamais je suis confronté à une situation de surcharge de travail parce que j'ai une réunion à préparer pour ce soir, or toute la journée, je n'ai pas le temps de la préparer, je vais m'exposer effectivement à des contraintes qui vont être plus fortes que mes ressources individuelles et organisationnelles. Si jamais je n'ai pas mes collègues qui sont là en soutien pour m'aider à préparer cette réunion. Ce qui fait que finalement, chez moi, ça va générer effectivement un déséquilibre qui va alimenter un stress. Alors ce stress, fondamentalement, il n'a pas forcément des effets particulièrement délétères dans la mesure où ce stress est ponctuel. Ce stress devient par contre beaucoup plus délétère lorsqu'il s'inscrit sur la durée. Et donc, on va beaucoup parler effectivement de souffrance au travail, de risques psychosociaux, dans tout un tas de situations où finalement, les salariés vont s'exposer à des contraintes régulières, répétées dans leur travail, qui vont les amener justement à avoir un stress chronique, à avoir des tensions répétées qui vont affecter progressivement leur santé mentale. Évidemment, le stress chronique, ça a des effets sur la santé physique, sur la santé mentale des personnes, sur la santé sociale, etc. etc. Bon, en tout cas, voilà, cette notion de déséquilibre entre contraintes et ressources est quand même particulièrement importante pour déjà avoir une première vision de ce qui se joue dans le lien entre santé mentale et travail. Allez, je défile correctement cette fois-ci.
Notion de risques psychosociaux ensuite. Les risques psychosociaux, c'est quoi? Alors, les risques psychosociaux, comme l'a évoqué tout à l'heure Estelle, hein, c'est une notion dont on entend beaucoup parler à partir des années 2000. Voilà, donc ça fait une bonne vingtaine d'années aujourd'hui. Alors, le collège d'experts GOLAC, qui est un collège d'experts finalement qui a été mandaté en 2011 par le ministère du Travail de l'époque, voilà, c'est un collège d'experts hein, qui regroupait à l'époque des grands experts mondiaux de l'analyse du travail, des sociologues, des psychologues du travail, voilà, des médecins du travail, et puis voilà, de renommée souvent mondiale, a été chargé finalement d'établir un modèle d'analyse des risques psychosociaux dans différents types d'organisations. Et donc ce collège d'experts a défini de la façon suivante les risques psychosociaux. Ce sont les risques pour la santé mentale, physique, sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Alors, c'est une définition un peu barbare à première vue, en fait, mais par contre, quand on la décompose, on la comprend beaucoup mieux. Alors, ce sont des risques, les risques psychosociaux, hein, qui ont des incidences sur la santé mentale, la santé physique, la santé sociale, hein, donc sur toutes les dimensions de la santé, y compris la santé sociale à laquelle on ne pense pas forcément, à savoir la capacité à avoir une vie de famille, capacité à avoir des amis, à avoir une vie sociale. Ça, c'est un premier aspect. Donc ça, ce sont des risques qui affectent vraiment toutes les dimensions de la santé de la personne. Ils sont engendrés par différents éléments, des conditions d'emploi, bon, bah, typiquement la façon dont je suis employé dans mon entreprise. Souvent, ce qui va se jouer, c'est par exemple le contrat de travail, si je suis en CDI, si je suis salarié précaire, je ne suis pas forcément exposé au même type de risque. Et idem, hein, les facteurs organisationnels. Les facteurs organisationnels qui vont aussi avoir des effets positifs ou négatifs hein, sur la santé de la personne, sur la perception de sa situation de travail, tout ce qui est rythme de travail, charge de travail, moyens de travail, etc., hein, se rapporte aux facteurs organisationnels. Est-ce que j'ai suffisamment d'effectifs dans mon équipe pour travailler dans de bonnes conditions et compagnie? Et enfin, des facteurs relationnels. Des facteurs relationnels, relations entre collègues, relations avec la hiérarchie, etc. Ces différents facteurs hein, vont interagir avec le fonctionnement mental de la personne et peuvent potentiellement générer des situations de tension. Les risques psychosociaux sont une notion complexe hein, dans la mesure où effectivement ils mêlent la partie psycho, hein, qui renvoie finalement à l'individu, qui renvoie à l'histoire professionnelle de la personne, et puis la partie sociale qui renvoie plutôt à sa situation de travail, son environnement de travail, l'organisation globale dans laquelle la personne évolue. Le collège d'experts GOLAC a défini un modèle d'analyse des risques psychosociaux qu'on utilise habituellement dans nos diagnostics menés sur le sujet et qui définit 6 grandes familles de risques. Alors, je vais les passer très rapidement, évidemment, hein, sans forcément rentrer dans le détail, mais c'est important en tout cas d'avoir cet aperçu hein, de cette grille d'analyse hein, qui permet vraiment d'aborder les risques psychosociaux dans tout type d'activité de travail et d'organisation. Une première famille de risques se rapporte à l'intensité, à la complexité du travail. Donc ça, c'est effectivement une famille de risques qui renvoie à toutes les problématiques en lien avec la charge de travail, le rythme de travail, le temps de travail. Hein, si je suis salarié en horaire de journée ou en 3-8, je ne suis pas exposé évidemment aux mêmes problématiques et conditions de travail. Ça renvoie également à la capacité de concilier vie professionnelle et vie privée, etc. Donc c'est une famille de risques évidemment importante hein, qui renvoie à des facteurs très objectifs hein, finalement du travail et des conditions de travail. Une autre famille de risques, ce sont les exigences émotionnelles, à savoir la capacité, les relations que je peux avoir avec un public hein, vont avoir un effet sur ma charge émotionnelle dans mon travail. Le fait d'être en contact avec la souffrance dans le cadre de mon activité, hein, c'est le cas des soignants, c'est le cas des travailleurs sociaux, des sapeurs-pompiers, et puis d'un certain nombre d'autres métiers, en tout cas, qui quotidiennement sont en contact avec la souffrance. L'autonomie dans le travail, autre dimension importante, en fonction du niveau d'autonomie dans son travail, ça va soit peser comme une ressource, soit peser comme une tension, un facteur de tension. Si je suis peu autonome, j'ai peu d'autonomie, peu de marge de manœuvre dans le cadre de mon activité. Les rapports sociaux de travail sont également une dimension particulièrement importante en matière de risques psychosociaux. Ce que l'on va souvent regarder dans le cadre de cette dimension-là, ce sont les relations avec les collègues, les relations avec la hiérarchie, hein, qui peuvent être à la fois source de fort épanouissement dans le travail, si elles sont bonnes, mais au contraire, ça peut être source de forte tension, hein, notamment dans les contextes d'harcèlement, de tension interpersonnelle avec les collègues, avec la hiérarchie. L'insécurité de la situation de travail qui va renvoyer évidemment à tous les sujets d'incertitude sur l'emploi, sur le devenir de l'emploi, d'incertitude en lien avec une organisation qui change en permanence,
Il y a beaucoup de réorganisation dans mon entreprise, voilà, donc ça insécurise les personnes sur leur situation de travail et puis sur leur perception de l'avenir, finalement, dans l'entreprise. Bon, voilà. Et puis enfin, les conflits de valeurs. Les conflits de valeurs, à savoir qui renvoient finalement à un décalage entre les valeurs individuelles que moi je porte dans le cadre dans mon travail, et puis la réalité, finalement, la réalité de mon travail, hein. Alors, des fois, effectivement, dans le cadre de son activité de travail, on est amené à faire des choses que l'on désapprouve et qui vont mettre en conflit de valeurs les personnes, ce qui peut avoir des effets évidemment délétères sur leur perception du travail. Alors, les risques psychosociaux, des notions importantes à cerner et à appréhender. 1, ne pas confondre troubles et risques. Alors, les troubles psychosociaux sont finalement les conséquences d'une exposition à des risques psychosociaux. C'est typiquement le stress, l'angoisse, la dépression, les maladies physiques finalement que je peux développer du fait d'être exposé à des facteurs de risques psychosociaux. On va parler ici de troubles psychosociaux. Les risques psychosociaux, ça renvoie finalement à tous les facteurs que j'ai précédemment identifiés. La confusion est souvent faite finalement entre troubles et risques lorsque l'on parle de risques psychosociaux, alors en tant que représentant du personnel, et de façon communément quand on en parle dans l'entreprise. On va souvent aborder le sujet sous l'angle « j'ai un collègue qui a fait un burn-out, j'ai un collègue qui est en dépression à cause du travail, etc. etc. » Évidemment, hein, parler des troubles, des conséquences des risques psychosociaux, c'est important parce que c'est finalement sur cette base-là qu'on va alerter sur la situation, on va alerter son employeur, on va alerter une hiérarchie sur la situation d'un collègue qui ne se sent pas bien, évidemment. Par contre, évidemment, pour agir en matière de prévention des risques psychosociaux, alerter sur les troubles, ce n'est pas forcément suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin et il faut alerter aussi sur les causes, sur les facteurs de risque, sur finalement qu'est-ce qui va générer ces troubles. Hein. Typiquement, mon collègue est en burn-out parce qu'il est exposé depuis plusieurs mois à une surcharge de travail qui l'a un peu anéanti et épuisé progressivement. Dans ce cas de figure-là, je mets en avant le trouble et puis je mets en avant les causes. Et c'est en mettant en avant les causes, évidemment, qu'on va travailler sur la prévention des risques psychosociaux et qu'on peut amener l'employeur, justement, on va emmener l'employeur sur son obligation de prévention, hein, en agissant effectivement, en l'obligeant à agir sur les causes des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, enfin, sont une notion plurifactorielle, complexe à appréhender, qui renvoie évidemment à des dimensions individuelles, personnelles de la personne, mais qui renvoie évidemment aussi à des dimensions beaucoup plus collectives, sociales, organisationnelles. L'environnement de travail, les conditions de travail, hein, d'où effectivement la complexité, le caractère plurifactoriel de ce risque, et sa complexité font que ce n'est pas une notion qui est simple à appréhender, à diagnostiquer, etc. Et enfin, ce qu'il faut retenir, hein, c'est qu'évidemment, les risques psychosociaux ont des effets sur toutes les dimensions de la santé, hein, physique, mentale, comportementale. C'est un peu ce que renvoie effectivement cette page du support, hein, qui vous sera évidemment transmis. Alors maintenant qu'on a parlé de tout ça, se pose la question de la prévention, c'est-à-dire comment agir en prévention des risques psychosociaux. La première chose à savoir, c'est que le Code du travail prévoit les obligations de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels et des risques psychosociaux en particulier. C'est-à-dire que l'employeur, il a une obligation générale de sécurité et de protection de la santé qui s'applique à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. Donc les travailleurs de l'entreprise, ce sont des personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise, mais également tous les intervenants extérieurs. Cet article, vous le retrouvez dans le Code du travail, c'est l'article L4121-1 à connaître par cœur, bien entendu. Je ne vais pas vous le lire dans l'intégralité, mais juste quand même vous rappeler que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et donc, quelque part ici, le Code du travail, il se pose c'est-à-dire que l'obligation qui est faite à l'employeur, c'est une obligation d'objectif à atteindre. C'est une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Bien entendu, et la question que l'on nous pose souvent, c'est comment est-ce qu'on passe de l'individuel au collectif? Parce que les risques psychosociaux,
bien entendu, de ce que l'on peut voir, et c'est ce que Wilson disait au niveau des troubles, il se manifeste au niveau de l'individu. Mais quelque part, on ne peut pas aborder les questions individuelles en CSE. Et donc là, tout l'intérêt de la démarche, c'est de passer d'une dimension individuelle à une dimension collective des risques, où l'on va mettre en avant la responsabilité de l'employeur. Donc, qu'est-ce qu'elle permet, cette approche collective? Elle permet de revenir aux causes, aux facteurs de risque organisationnels qui génèrent quelque part ces risques psychosociaux. Et donc, qu'est-ce qui fait cause commune quelque part au niveau de l'entreprise? Et une fois qu'on aura identifié ces causes communes, on pourra véritablement agir au niveau de l'organisation, du management, des conditions de travail. Donc, ce qu'on veut vous dire par là, c'est qu'il y a 3 types d'indicateurs à rapprocher. Vous avez déjà tous les indicateurs RH qui existent. Ça peut être les questions d'absentéisme, de turnover, de réclamation, qu'il faut croiser bien entendu avec des indicateurs de santé-sécurité, où là on n'est plus sur la question d'accidents du travail, de maladies professionnelles, des restrictions d'inaptitude, et bien sûr de lister, parce que vous êtes greffier quelque part en tant qu'élu, les plaintes individuelles et collectives sur le travail. Et donc, en fait, c'est une approche systémique ici qu'on vous propose et qui, quelque part, de notre point de vue, est le fondement de la prévention des risques. Alors, une fois qu'on a dit ça, quel est le rôle des représentants du personnel en matière de prévention des RPS? Alors, on ne cesse de le répéter, mais le rôle des élus, il est totalement indispensable et il repose sur 4 piliers. Le premier, c'est tout simplement assurer une veille de la situation psychosociale de l'entreprise, d'alerter l'employeur sur les risques psychosociaux présents au sein de l'organisation, en revenant encore une fois sur les facteurs de risque professionnel, de contribuer à l'analyse des risques. Alors encore une fois, la prévention des risques professionnels, c'est l'apanage de l'employeur du point de vue du Code du travail, mais néanmoins, les représentants du personnel contribuent à l'analyse des conditions de travail, des risques et des facteurs de risque. Et puis, bien entendu, rien ne vous empêche, voire même il est impératif de proposer et promouvoir des mesures de prévention. Et donc, vous avez la loi santé en vigueur depuis le 31 mars 2022 qui renforce justement le rôle du CSE sur la prévention des risques professionnels. Et donc, maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi peut ressembler une démarche de prévention des risques psychosociaux? Alors pour ça, il faudrait aussi un webinaire dédié sur ce point. On va essayer d'être assez rapide. Vous avez 5 étapes clés à connaître. La première, c'est que pour savoir s'il y a des risques, il faut les évaluer. Donc, il faut préparer l'évaluation et recenser les informations qui sont déjà disponibles. Une fois qu'on a préparé cette évaluation, il faut la faire. Donc, on utilise des différents outils qui existent dans l'entreprise. Vous avez des documents, donc, notamment le document unique d'évaluation des risques, dont c'est un peu le rôle d'évaluer ces risques. Une fois qu'on a listé ces risques et qu'on s'est mis d'accord sur ça, il faut élaborer un plan d'action. Mais ça, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a élaboré le plan d'action, je veux dire, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il faut mettre en œuvre ces actions et mesurer, simplement savoir si ces actions ont été bonnes ou pas. Et dans ces cas-là, il faut corriger. Alors, comment vous accompagner en tant que représentant du personnel au CSE sur cette thématique-là? Alors, effectivement, l'un des droits dont vous disposez en tant que représentant du personnel en CSE, c'est tout simplement de demander une expertise et de recourir à un expert habilité pour analyser les risques psychosociaux dans votre organisation. Donc, en effet, le CSE peut se faire assister d'un expert, donc habilité, en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Donc, dans le risque grave, effectivement, on intègre la problématique des risques psychosociaux. Cette possibilité, effectivement, peut se faire au travers de l'élaboration d'une délibération dans laquelle on va argumenter dans le détail dans quelle mesure, effectivement, il y a des risques psychosociaux dans mon établissement et en quoi, finalement, ces risques psychosociaux portent une atteinte grave à la santé des salariés. Ça, c'est un premier aspect. Donc, évidemment, CECAFI, les consultants du cabinet CECAFI vous accompagnent dans l'élaboration de cette délibération et puis de tout l'argumentaire, finalement, qui va vous permettre, en tout cas, de demander une expertise sur ce sujet-là. L'expertise a tout simplement pour objectif de poser un diagnostic
de la situation, donc au travers de différents types d'outils, que ce soit des questionnaires, que ce soit des entretiens avec des salariés, collectifs, individuels, voire des observations de situation de travail, etc. On pose un diagnostic objectif qui permettent de vous éclairer sur la situation, et puis on propose des mesures de prévention, voire de suivi et d'accompagnement, amenant jusqu'à un plan d'action de prévention des risques psychosociaux. Évidemment, c'est une prérogative importante dont dispose le CSE. Donc il ne faut pas évidemment hésiter à actionner, en tout cas quand le contexte le justifie. L'expertise a une durée habituellement cadrée qui est de 2 mois, renouvelable jusqu'à 4 mois. Et puis évidemment, elle est financée à 100% par l'entreprise, donc par l'employeur. C'est l'une des prérogatives, effectivement, dont vous disposez pour agir sur le sujet de la prévention des risques psychosociaux. Alors, bien entendu, une fois qu'on s'est dit tout ça, quels sont les freins et les leviers d'une démarche de prévention des risques psychosociaux? Je crois qu'un des premiers freins, c'est quand même les difficultés de prise de conscience qui existent au sein des entreprises. C'est-à-dire que souvent, et encore trop, et on le déplore, les risques psychosociaux sont perçus comme des fragilités individuelles et on nous dit souvent « mais telle personne ne va pas bien parce qu'elle a des problèmes personnels ». Je veux dire, ça ne relève pas d'une prévention des risques. Bien entendu que quand on va au travail le matin, on est quand même, on prend avec nous notre vie personnelle, mais ce n'est pas l'objet d'une prévention des risques. Une prévention des risques, c'est d'aller creuser dans l'organisation du travail pour voir ce qui, aujourd'hui, pourrait être amélioré pour diminuer les risques. Donc, quelque part, les parts individuelles, ça ne nous intéresse pas dans un système de prévention. Il faut noter que les risques psychosociaux, bien entendu, ils ont un facteur, une caractéristique d'être plurifactoriel, donc c'est pas évident de les appréhender, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire non plus. Et puis tout simplement, si vous n'avez pas une culture de dialogue social sur les risques psychosociaux au sein de l'entreprise, tout simplement, il faut la construire, et ça reste compliqué. Dernier point avant de passer aux questions et aux réponses. Pour lever ces freins, il y a certains principes qui doivent être respectés. C'est tout simplement associer les acteurs de prévention au sein de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même, à un moment donné, il faut être main dans la main. Je suis désolée, il faut le dire, entre la direction, le CSE, les préventeurs, les médecins du travail. Vous pouvez également mettre en place des comités de pilotage paritaires. Élus direction, c'est important. Utiliser différentes méthodologies qui vous permettent d'objectiver les risques. Vous avez des indicateurs d'alerte, des enquêtes sur les conditions de travail, des entretiens collectifs individuels. Et puis surtout, il existe des compétences externes, si besoin, des intervenants en risques psychosociaux, les experts, et de temps en temps d'avoir un tiers de confiance. Ça peut vous permettre aussi de débloquer ces freins. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y a toute une série de questions et de réactions. On va essayer d'y répondre au maximum du temps. Si besoin, nous restons en contact de toute façon. J'ai vu qu'il y avait eu des commentaires sur la question des obligations de l'employeur où on dit qu'il existe une jurisprudence qui ne parle plus d'obligation de résultat mais de moyens renforcés. C'est une réalité, c'est vrai. La jurisprudence parle de moyens renforcés, mais on part quand même du principe chez CECAFI que l'obligation de l'employeur, l'obligation de résultat de l'employeur dans le Code du travail, il est toujours bel et bien là. Donc, bien entendu, ça existe dans la jurisprudence. Il faut quand même garder en tête que les obligations de résultat, c'est encore d'actualité. Qu'est-ce que si je remonte le chat? Alors, il y avait des commentaires, notamment qu'il existe, alors à propos du stress, entre les contraintes horaires et le travail à faire, sachant que dans mon entreprise, il m'est interdit de rester plus longtemps pour terminer une tâche urgente en cours. J'ai envie de vous dire oui, et c'est le caractère plurifactoriel des risques psychosociaux. C'est bien entendu, vous avez des contraintes horaires, vous avez une forte charge de travail. Forcément, si ces deux risques se percutent, oui, on peut dire que la situation de risque psychosocial est avérée. Et donc, en effet, quels sont les leviers et les préconisations pour sortir de ça?
Ça, c'est une discussion, en effet, qui doit être abordée dans votre entreprise. Mais encore une fois, vous voyez que ces risques sont quelque part cumulatifs et qui peuvent s'aggraver en fonction de leur croisement. Wilson, tu veux rajouter quelque chose? Oui, on est parfaitement sur le facteur de risque lié à l'intensité de travail, à la charge de travail. Alors, après, si je remonte... Alors, on vous dit quand même, bien sûr, vous aurez un replay. Très bien. D'une manière générale, lorsqu'un salarié se retrouve dans une situation de RPS... Ça disparaît. Attendez. Oui, ça disparaît. Ça a disparu. Ça disparaît au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles questions. De manière générale, lorsqu'un salarié se retrouve dans une situation de RPS, s'il se retrouve en arrêt maladie suite à cela, généralement les arrêts maladie ne sont déclarés comme dus au travail. Comment, en tant qu'élu, pouvons-nous les faire reconnaître comme maladie professionnelle? J'ai envie de vous dire, je ne sais pas si c'est à vous de les faire reconnaître en tant que maladie professionnelle, pour le coup, parce qu'il y a quand même des enquêtes de la CPAM qui sont réalisées. Je pense que ce que vous pouvez faire en tant qu'élu, encore une fois, c'est tracer, c'est-à-dire que plus vous documentez les risques psychosociaux dans l'entreprise, plus vous êtes sur du factuel pour montrer que justement les différents cas de décompensation individuelle trouvent, il n'y a pas bien de cause à effet, mais une partie des causes dans le travail et l'organisation du travail, c'est comme ça que vous pouvez aider. Ouais, c'est complètement ça en fait. C'est tout simplement en traçant, parfois en abordant parfois le sujet, alors évidemment parfois avec précaution, mais en abordant le sujet en instance, en traçant le lien entre les facteurs de risque auxquels le salarié a été exposé et puis finalement son état de santé. C'est au travers de ça finalement que ça peut alimenter un dossier pour maladie professionnelle. Ça peut être appuyé également par la médecine du travail, ce genre de choses-là. C'est pour ça, encore une fois, on vous rappelle l'importance des différents acteurs de prévention dans l'entreprise et de rester sans cesse en contact. Il y a la question de rester en contact, mais il y a la question surtout de travailler ensemble et de faire bloc par rapport à ces situations-là. Ouais. Alors, on a une question fondamentale, je ne sais pas si on pourra y répondre aussi tout de suite. Quid d'un salarié qui ne va pas bien, mais qui ne souhaite pas que le CSE alerte la direction? Oui, je crois qu'on doit nous poser la question assez fréquemment. C'est assez classique. Généralement, le rôle à avoir face à un salarié qui ne se sent pas bien, en tant que représentant du personnel, le premier rôle à avoir, c'est l'écouter. C'est l'écouter parce que finalement, c'est vraiment ce que peut attendre un salarié, une écoute empathique, quelqu'un qui le comprend, en tout cas, sans forcément se mettre à sa place, quelqu'un qui le comprend. Donc l'écoute, ça c'est vraiment le point numéro 1. La deuxième façon d'appréhender le sujet, c'est essayer de trouver des pistes de solution avec le salarié qui ne se sent pas bien, même s'il ne veut pas effectivement en discuter dans un premier temps avec la direction. Essayer d'aborder un peu tout le champ des possibles, essayer parfois de le rassurer sur le fait que il peut être important de parler de sa situation à la hiérarchie. Bon, quoi qu'il en soit, ce sont des situations complexes. Certaines situations exigent, moi je le dis souvent en formation, que même si le salarié ne veut pas qu'on en parle à la direction, malgré tout, la situation est tellement grave, les effets sur la santé pour le salarié sont si graves que finalement c'est nécessaire d'en avertir la hiérarchie. Donc chaque fois on est sur des situations un peu compliquées comme celle-là. Mais pour autant, essayer de travailler le sujet avec le salarié, progressivement, peut-être qu'il peut changer d'avis, peut-être pas. Essayer d'en discuter également, parce qu'on est souvent sur les situations individuelles de tension, de salariés en lien avec le travail, sont des situations souvent compliquées, où il n'y a pas forcément une réponse A ou B, et une multiplicité de réponses, de points de vue à avoir. Donc moi, j'encourage souvent aussi les représentants du personnel à échanger avec d'autres collègues, représentants du personnel, sur les sujets, partager un peu sur les pistes d'action à avoir face à ces situations individuelles compliquées. Alors, je vois qu'il y a plein de questions. Si le CSE ne s'empare pas du sujet, pas de RPS ou de document unique d'évaluation des risques, un syndicat peut-il faire un sondage RPS auprès des salariés permettrait donc de discuter, de justifier une expertise au CSE? Alors, oui, le syndicat peut lancer un sondage, mais j'ai envie de vous dire, si le CSE s'en empare pas, c'est juste un petit peu dommage, parce que c'est le CSE qui qui décide de recourir à une expertise. Donc oui, le syndicat peut être force de proposition,
Mais encore une fois, c'est le CSE qui a également un rôle fondamental à jouer. Et quelque part, si un CSE ne fait rien alors qu'il n'y a pas de document unique d'évaluation des risques ou de prise en compte des risques psychosociaux, oui, ben, je pense que dans ces cas-là, il faut lui rappeler malgré tout, je veux dire, ses droits, notamment son droit à expertise et son droit de regard sur ces questions-là. Comment peut-on justifier d'un risque grave si non révélé par accident du travail ou maladie professionnelle si on veut faire intervenir un expert? Alors, excellente question. Ouais, bah. En fait, pour justifier d'un risque grave, il faut vous appuyer sur une multiplicité finalement de preuves finalement hein, qui vont justifier du risque grave. Ce sont des éléments parfois très très objectifs, donc vous allez vous appuyer sur l'absentéisme, sur l'augmentation du nombre de démissions, sur le turnover, sur un faisceau d'éléments objectifs, sur des indicateurs RH qui peuvent renvoyer au fait que sur un service, sur l'organisation, il y a une problématique. À côté de ça, évidemment, comme on vous l'a dit, un point important, c'est souvent d'alerter en instance et de faire en sorte à ce que ces alertes soient tracées dans les procès-verbaux. C'est aussi une preuve que finalement, la direction a été mise au courant du fait qu'il y a des problématiques dans les services. Et à chaque fois qu'évidemment, en tant que représentant du personnel, j'alerte, hein, j'essaie de demander à la direction un plan d'action. Si effectivement, au bout de quelques mois, vous voyez que ça n'agit pas, ça justifie évidemment la demande d'expertise dans la mesure où il n'y a pas d'action vis-à-vis des alertes que vous pouvez faire. Et ensuite, vous allez vous appuyer voilà, sur une multiplicité d'éléments. Souvent, on essaie de trouver pas mal de petits éléments, hein, des extraits de procès-verbaux, des indicateurs d'un absentéisme élevé et compagnie, hein, qui permettent justement de justifier de la gravité du risque. Il faut tracer au maximum, en tout cas. Autre question, si je suis de la fonction publique, comment être accompagné pour une intervention RPS? Alors nous chez Secafi, nous avons des consultants spécialisés dans la prévention des risques au sein de la fonction publique. Vous pouvez toujours nous écrire par la suite et on vous orientera là-dessus. Comment exiger des KPIs de la part de l'entreprise? Ah bah oui, alors c'est un sujet essentiel, bien entendu. Si on n'a pas d'indicateurs, c'est un petit peu compliqué de faire de la prévention des risques. Donc, c'est déjà une question de culture d'entreprise, de prise en compte des risques psychosociaux. Mais vous avez de nombreux leviers, à commencer par celui de la politique sociale. Avec la politique sociale, vous pouvez tout simplement demander à votre expert voilà, de faire un focus sur la prévention des risques professionnels qui prendront en compte les données absentéisme, le turnover, les nombres de visites spontanées au sein de la médecine du travail. Et sur la base de ces retours assez quantitatifs, normalement, c'est là où, voilà, où on arrive à avoir une vision, je veux dire, assez claire de la situation chiffrée d'une dégradation des conditions de travail. Quel levier lorsque l'employeur ne reconnaît pas l'accident du travail pour RPS et le fait de le requalifier en arrêt maladie? Ça se joue au niveau de la sécurité sociale, la CARSAT en fait. Hein. Moi, j'ai envie de vous donner aussi une réponse. Qui dit risques psychosociaux, je veux dire, on n'est pas exclusivement focus sur les AT, sur les accidents du travail et les arrêts maladie. Je veux dire, vous pouvez être dans une situation de RPS sans pour cela qu'il y ait non plus un nombre important d'accidents du travail. C'est bien le principe de la prévention, c'est qu'il y a des tensions liées à l'organisation du travail avant justement le basculement dans les AT. Donc, j'ai envie de vous dire, même si l'employeur ne reconnaît pas, on accompagne plein d'entreprises où l'employeur, certes, de son point de vue, il n'y a pas d'accident du travail, mais où, malgré tout, on arrive voilà, à déceler l'existence de risques psychosociaux. Vous ne parlez pas du droit d'alerte qui engendre des risques RPS, le droit d'alerte en cas de danger grave et imminent. Alors, encore une fois, je pense qu'il nous faudrait un webinaire. Wilson, tu as envie de commencer à répondre? Le droit d'alerte danger grave et imminent, effectivement, est aussi un levier qui peut être utilisé, alors certes quand même avec un peu de précaution, malgré tout, hein, mais qui est un levier qui peut être utilisé pour traiter des situations à risque RPS qui ont une dimension grave et imminente.
en ce qui concerne un salarié, un service extrêmement fragilisé. Ça, c'est un droit, effectivement, qui est très bien défini par le Code du travail, qui renvoie à une procédure très, très formalisée, où un représentant du personnel va alerter de façon très, très formelle la direction sur l'existence d'un danger grave et imminent qui concerne un salarié ou un groupe de salariés. Et puis, c'est un dispositif qui permet de réaliser une enquête, qui oblige l'entreprise, l'employeur à réaliser une enquête et à identifier des pistes d'amélioration. Donc en ça, c'est un dispositif qui est très intéressant. Il y a aussi un autre droit d'alerte, en fait, un peu similaire, sur les fragilités de la situation individuelle et psychologique et l'atteinte aux libertés du salarié. Ce sont des dispositifs intéressants qui permettent de réaliser des enquêtes et d'accélérer la réalisation d'enquêtes et de traitement de ces situations-là quand l'employeur est trop lent, justement, pour traiter tout ça. Il faut les utiliser avec précaution, évidemment, parce que voilà, c'est très cadré sur le plan juridique. Alors, il y a un commentaire un peu long, mais je pense que ça vaut le coup que je vous le lise très rapidement. Il reste 2 minutes, donc je vais être super rapide. Un salarié cadre expert un peu caractériel qui ne va vraiment pas bien car il a subi une énième réorganisation, se sent rétrogradé, ne comprend plus son travail, parle de suicide et la direction ne trouve rien de mieux que de lui coller un recadrage avec les RH et un avertissement car il s'exprime mal envers son chef. Rassurez-moi, on est bien dans les RPS, oui, je dirais même dans les RPS aggravés, au bout d'un moment. Oui, donc la situation n'est pas tolérable quelque part. Et vous voyez, je pense que ce point est très important. C'est que malheureusement, on va se focaliser dans un premier temps sur l'aspect caractériel, au lieu de dire que peut-être que le salarié, il a tout simplement vécu plusieurs réorganisations, qu'il a du mal à s'y retrouver. Mais bon, on va quand même dire qu'il est caractériel. Ça peut faciliter les choses, mais au final, ça ne va rien arranger du tout. Allez, petite dernière question. Allez, une dernière question. Vas-y. Est-ce qu'il y en a une Alors, l'Adriette prend des RPS très au sérieux. Je vous confirme, bien entendu. Ouais, effectivement. Oui. L'inspection du travail, de manière générale, qui est un acteur important quand on veut agir sur le sujet, qui peut vous constituer un véritable appui. Alors, pour la rédaction du cahier des charges du recours à un cabinet d'experts, la direction n'est pas forcément impliquée. Cahier des charges rédigé seulement par les membres du CSE. Alors, dans le privé, dans les entreprises privées, en l'occurrence, vous pouvez demander, en tant que représentant du personnel, à vous seul, une expertise, sans que la direction, effectivement, soit d'accord avec ce principe-là. Et puis, évidemment, on vous aide, comme on l'a dit, à rédiger la délibération justifiant la demande d'expertise. On vous accompagne, évidemment, sur l'élaboration éventuelle d'un cahier des charges, d'une méthodologie d'intervention qui permet de réaliser le diagnostic et l'expertise dans votre organisation. Évidemment, le sujet est un peu différent en ce qui concerne la fonction publique. Mais évidemment, si vous avez des questions sur le sujet, il ne faut pas hésiter à nous contacter. En sachant que nous arrivons à 11h45, à savoir à la fin de ce webinaire. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, malgré cet aléa du direct en lien avec les petites difficultés à présenter le support. Et au final, on y est arrivé. Et puis, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, de questions particulières. Oui. Vous avez sûrement répondu au sondage. Oui, vous avez beaucoup de questions. On n'a pas pu répondre à tout, mais voilà, vous pouvez nous rappeler. On trouvera un moment, sans problème. Merci à vous. Merci. Et puis, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les webinaires proposés par CECAFI. Au revoir.